Hallo und willkommen bei 1000 Tage, dem Podcast, wo wir die 1000 Tage vom Leben explorieren. Heute mit der Anne-Kathrin Guillot, Forscherin Lützeburger Institut für sozialökonomische Forschung, kurz LISER, zu schwätzen. Anne-Kathrin ist eine Expertin an den Bereichen Armut und Ungleichheit. Sie teilt mit uns wichtige Erfahrungen darüber, wie sozialökonomische Faktoren die Entwicklung von Kindern beeinflussen, auch in reichen Ländern wie Lützeburg, wo die Probleme vielleicht mehr auffallen, mehr da sind. Wie muss man mit Kinderarmut? Auf jeden ist es wichtig, mehr wie nicht das Einkommen von einem Staat zu berücksichtigen, wenn es darum geht, Bedürfnisse von Kindern zu evaluieren. Wie ein konkreter Mängel von Kindern zu Lützeburg, und wie beeinflusst das die Entwicklung? Wie können Sozialpolitiken dafür sorgen, dass alle Kinder, besonders die aus Familien mit niedrigem Einkommen oder Monoparenten, dieselbe Chance kriegen? Zusammen werden wir das wichtige Themen diskutieren und gucken, wie Lützeburg seine jüngste Bürger an ihrem Aufwachsen unterstützen kann. Viel Spaß beim Lauschen. Donc, Madame Guillot, bonjour. Bonjour. Donc, j'aimerais commencer avec une question plus personnelle pour un peu vous connaître. Donc, qu'est-ce qui vous a inspiré à vous consacrer à la recherche sur les inégalités et la pauvreté, en particulier dans le contexte de la petite enfance aussi? Écoutez, c'est pas à pas. D'abord, je me suis intéressée à des pays en voie de développement. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, l'Europe avait aussi besoin de chercheurs comme nous. Parce qu'il y a évidemment un certain nombre d'inégalités qui ont des conséquences très profondes dans nos pays européens, même dans les pays très riches comme le Luxembourg, la France, l'Allemagne, la Belgique. Et donc ça m'a d'emblée intéressée. Et ce qui m'a intéressée aussi beaucoup, c'est la manière dont on mesure les choses. Donc quand on parle de pauvreté, on a tous une représentation dans notre tête qui est différente. Donc si on fait l'exercice, vous en avez une, j'en ai une autre. Et alors c'est vraiment intéressant de se dire, tiens, comment on mesure ça ? Et quand j'ai commencé ma carrière, personne ne mesurait de la même manière. Donc chaque étude avait sa définition. Et il y avait tout un travail de mise en commun au niveau européen pour se mettre d'accord. Alors il n'y avait pas de bons ou mauvais indicateurs, mais il fallait se mettre d'accord sur tous les détails de la machinerie. Et ça m'a vraiment passionnée parce que la manière dont on mesure, ça influence très fort le taux de pauvreté qu'on entend à la radio. Ça influence aussi les politiques, donc c'est vraiment très important de s'attacher à cette mesure. Et en particulier pour les enfants, c'est que la plupart du temps, on mesure la pauvreté des enfants à travers la pauvreté du ménage dans lequel ils vivent. Donc on prend un peu l'hypothèse que chaque membre du ménage a le même niveau de vie, que le père, la mère, les enfants, la grand-mère, si elle est là, tout le monde a le même niveau de vie. S'il y a quelqu'un qui est pauvre, tout le monde l'est. Donc c'est vraiment une optique basée sur le revenu du ménage. Et moi, j'ai trouvé ça très important de mettre en place des indicateurs de déprivation des enfants, donc des indicateurs qui montrent ce dont les enfants manquent au quotidien. Alors, il existe des indicateurs de déprivation de la population totale, d'accord ? C'est par exemple ne pas partir en vacances, avoir des problèmes pour se nourrir, pour se chauffer. Mais pour les enfants, on se dit, ils ont besoin d'autre chose, ils ont besoin de jeux, ils ont besoin aussi de nourriture spécifique, ils ont besoin d'un certain nombre de stimulations en termes de loisirs, etc. Et donc, regarder les conditions spécifiques des enfants, ça me paraissait vraiment important pour mesurer leurs conditions de vie à eux, dans leur ménage, mais leurs conditions de vie à eux. Est-ce que le fait que vous aussi, vous avez des enfants a changé encore un peu la vue que vous avez là-dessus? Ben, pour vous dire la vérité, pas trop, parce que quand on a commencé à travailler au niveau européen sur les indicateurs de déprivation des enfants, j'étais enceinte de mes jumeaux. Quand l'indicateur, après, on a fait des années de tests, on a essayé de convaincre tous les États membres, ça a pris du temps. Et en fait, quand l'indicateur a été adopté, mes jumeaux avaient 10 ans. D'accord. Et aujourd'hui, ils ont 17 ans. Donc, ça prend du temps de développer des indicateurs avec lesquels on est satisfait. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des expériences personnelles ou des découvertes au Luxembourg spécifiquement qui ont renforcé votre engagement dans ce domaine ou qui vous ont inspiré différemment? Donc moi j'ai travaillé sur les enquêtes, les chiffres. Donc c'est quelque chose de très confortable. On est devant un fichier avec des lignes et chaque ligne c'est une personne, mais on voit pas la détresse de cette personne. Et j'ai fait ça pendant 20 ans. Et l'année passée, la Chambre des salariés du Luxembourg nous a commandé au LISER une étude qualitative sur la pauvreté et sur le recours à l'aide sociale.
Et là, j'ai été amenée dans le cadre de cette enquête qualitative à rencontrer des personnes qui sont en difficulté financière, donc pas des personnes en grande pauvreté, des personnes comme vous et moi qui ont eu un accident de la vie, un divorce, une maladie, et qui sont vraiment à la limite de sombrer dans des plus grosses difficultés encore. Et c'est vrai que rencontrer les personnes, voir tout leur combat quotidien pour pouvoir manger, pour pouvoir nourrir leurs enfants, pour pouvoir payer le loyer, d'abord pour trouver le logement au Luxembourg, c'est catastrophique. Et ça a été un choc pour moi. C'était des choses que je savais au niveau théorique, mais le voir dans les yeux des gens en face de moi, ça a vraiment été vraiment un grand choc. Dans un pays aussi riche que le Luxembourg, de voir tout ce combat quotidien pour joindre les deux bouts, j'ai trouvé ça très, très, très touchant et en même temps interpellant au niveau des politiques nécessaires. Donc ça nous plonge directement dans le sujet. Voilà, donc les liens entre les inégalités socio-économiques et le développement infantile. Ça, c'est la première partie où je voulais évoquer avec vous. Donc, comment les inégalités socio-économiques spécifiques au Luxembourg, maintenant, influencent-elles sur les premiers stades du développement d'un enfant? Et si on pourrait rester vraiment dans la petite enfance, les 1000 premiers jours? D'accord. Donc, en fait, ce qu'on sait au Luxembourg, c'est que, comme je le disais, le Luxembourg est un pays riche. Pour mesurer la pauvreté des enfants, on regarde le revenu du ménage, comme je le disais, hein, et donc on le compare à un seuil de pauvreté. Et ce seuil de pauvreté, il dépend du revenu dans le pays. Donc on compare le revenu des Luxembourgeois au revenu médian luxembourgeois. On ne compare pas à celui de la Roumanie. Donc c'est spécifique à chaque pays. Et donc le seuil de pauvreté au Luxembourg est assez élevé en comparaison internationale, mais quand même, c'est ça qu'on veut voir. On veut voir l'inégalité. Ceux qui sont assez loin du Luxembourg de milieu, en fait. Hein, d'accord ? Quand on classe tous les Luxembourgeois en fonction de leur revenu, on prend le Luxembourgeois du milieu, on prend 60% de son revenu, et ça, c'est le seuil de pauvreté. C'est une convention. Et quand on fait cet exercice-là simplement pour les enfants, d'accord ? Donc on regarde uniquement les enfants, par exemple les enfants jeunes de moins de 6 ans ou de moins de 3 ans, on voit qu'il y a un enfant sur 5 qui est sous le seuil de pauvreté. Donc ça a un impact. Et ça a augmenté même dans les 10 dernières années, non ? C'est très difficile de voir les évolutions au niveau du Luxembourg et de manière générale parce qu'on se base sur des enquêtes, c'est pas un recensement de la population. Et donc, c'est vraiment un peu compliqué. Le seuil de pauvreté varie, le pourcentage de gens en dessous varie. Et en plus, au Luxembourg, il y a eu énormément de ruptures de série. Ils ont changé plusieurs fois la méthodologie d'enquête. Donc, conclure sur l'augmentation, je pense que vous avez raison. Mais j'ai un peu de mal à le faire scientifiquement, vraiment, statistiquement. Mais c'est vrai que même que ça augmente ou pas, structurellement, c'est un grand problème. Aujourd'hui, 1/5 des enfants vivent sous le seuil de pauvreté. Ça veut dire très concrètement que leurs parents ont du mal à trouver un logement à un prix décent et à des conditions de logement qui sont adéquates pour leur développement. Ça veut dire aussi que leurs parents vivent certainement un stress financier pour joindre les deux bouts que l'enfant ressent dans sa plus tendre enfance. Ça veut dire aussi que l'enfant va peut-être en grandissant, et on le voit dans les études internationales, alors on n'a pas vraiment d'études comme ça sur le Luxembourg, mais on voit au niveau international, les enfants, quand on les suit et qu'ils vivent dans la pauvreté, ils ont tendance à diminuer leurs besoins. Donc au début, ils vivent la frustration et puis ils s'habituent à ne pas demander, ils s'habituent à ne pas vouloir. Donc quelque part, ils rongent leurs rêves et leurs envies. Ils rentrent de l'école en ayant un petit problème pour dire aux parents qu'il faut payer ça ou ça. Ils ont tendance un peu à le cacher ou des choses comme ça. Donc ça a vraiment un impact sur la spontanéité de l'enfant. Sur la santé mentale. Ça a un gros impact sur la santé mentale, sur le bien-être, parce qu'on vit avec des adultes qui ont des soucis financiers. On a soi-même des rêves qui s'en vont. C'est évident que ça a un impact sur la santé mentale. Ça a un impact sur la santé tout court. Et ça, on commence à avoir vraiment des données là-dessus, que même durant l'enfance, le fait de vivre en pauvreté, ça se marque déjà dans des problèmes plutôt chroniques de santé ou simplement dans le fait de ne pas pouvoir se permettre tous les soins de santé dont on a besoin, parce que ça coûte cher, parce qu'il faut peut-être, même s'il y a le tiers payant social pour certaines familles, c'est pas simple à obtenir. Il y a ce problème qu'il faut parfois avancer l'argent chez le médecin pour ensuite être remboursé. Il y a beaucoup de parents qui nous disent dans les études qualitatives qu'ils ne savent pas toujours combien il va être remboursé. C'est un peu difficile de demander à votre médecin si
combien sera son supplément par rapport au remboursement. Donc tout ça, ça crée un stress pour se soigner. Donc la santé est aussi influencée par les conditions de logement. Si on vit dans l'humidité, si on vit en étant surpeuplé dans le logement, on a des problèmes peut-être de sommeil, de place, d'endroits pour faire les devoirs. Donc tout est lié vraiment. La pauvreté, c'est vraiment un mécanisme qui peut toucher à tous les autres domaines de la vie et qui fait que petit à petit, on accumule les désavantages, un peu comme si on avait un sac à dos de plus en plus lourd à porter. Vraiment. Donc, dans tous les domaines de la vie, à l'école, c'est moins facile quand on est pauvre. On a peut-être moins facile à s'intégrer avec les autres aussi. Mais ça commence très tôt, en fait. Ça commence déjà à la crèche. Il faut vraiment veiller à ce que tous les enfants puissent avoir accès à la crèche dès que possible. Parce que ça, c'est vraiment un facteur qui leur permettra de se développer avec d'autres, en étant stimulés. Mais juste peut-être avant de venir sur les solutions, je voulais encore savoir comment c'est possible dans un pays comme le Luxembourg où il y a beaucoup d'allocations familiales, beaucoup de subventions, qu'un enfant sur 4 vit vraiment dans la pauvreté. Oui, un enfant sur 5, c'est plus ou moins 21%, oui. Donc ça, c'est la logique monétaire. Hein. Donc c'est vraiment, ces enfants vivent dans des ménages où le revenu n'atteint pas un certain seuil de revenus. On ne tient pas compte dans cet indicateur-là du fait qu'au Luxembourg, le Luxembourg est généreux en termes de chèque service accueil, en termes de repas scolaires gratuits, en termes de livres gratuits à l'école pour les ménages à faible revenu, des choses comme ça. Donc ça, on n'en tient pas compte. Quand on regarde la déprivation des enfants au Luxembourg, là, on voit qu'on est dans un pays riche. Il y a beaucoup moins de déprivation que dans d'autres pays, la Belgique ou évidemment la Grèce, la Roumanie, la Bulgarie, etc. Mais néanmoins, ce problème d'inégalité de revenus, il pèse très lourd au Luxembourg et il pèse particulièrement lourd parce que comparativement au salaire social minimum, par exemple, le loyer, le coût du logement est très élevé. Et donc le loyer absorbe une part très très importante des ressources des ménages, que ce soit le REVIS, que ce soit le SSM, donc le salaire social minimum, que ce soit un bas salaire, en particulier pour les familles monoparentales. Les familles monoparentales ont un taux de pauvreté très très élevé au Luxembourg. Donc là, il y a vraiment un gros problème. Et on parle de beaucoup d'enfants qui sont en famille monoparentale, peut-être pas les tout petits, mais assez vite, on a une proportion importante d'enfants qui ne vivent pas avec les deux parents. Et donc tout ça, ce sont des facteurs qui font que c'est très difficile de vivre avec un revenu qui semble décent, assez généreux au départ, mais c'est difficile de vivre au Luxembourg avec ce revenu. Et puis là, on a eu la crise énergétique, on a aussi l'inflation, le prix de l'alimentation qui augmente vraiment beaucoup. Et donc tout ça pèse sur le revenu du ménage. Mais donc la gratuité, par exemple, des crèches ou aussi des maisons relais, mais ça c'est pour plus tard. Est-ce que ça aide quand même ces familles-là ou ça aide plutôt les familles qui n'ont pas besoin ? Eh bien, en fait, ça, c'est vraiment une question très, très importante à laquelle on a du mal à répondre. Donc, est-ce que le chèque service accueil, il est utilisé de la même manière par les enfants pauvres que par les autres? Et ça, on a vraiment besoin de données administratives qu'on réclame au niveau de la recherche. Ce serait vraiment très important d'avoir accès à ces données-là. Et je pense qu'au niveau du ministère, ce serait vraiment possible de faire ces calculs-là. Parce que ce qu'on voit dans d'autres pays qui ont ces données aussi, mais qui les rendent publiques, c'est que généralement, on donne la priorité aux parents qui travaillent dans les crèches. Mais du coup, les enfants qui sont en situation de pauvreté ou peut-être un des deux parents ne travaille pas, ils restent à la maison. Ça empêche ce parent de retrouver du travail, de se former. C'est pas non plus idéal pour l'enfant parce que si cet enfant est déjà dans un milieu peut-être défavorisé, il n'a pas ce contact stimulant de la crèche, des langues, etc. Donc c'est vraiment très important pour son développement qu'il ait le même accès qu'un enfant plus riche. Et donc répondre à cette question-là, c'est vraiment crucial. La gratuité, c'est formidable, mais c'est formidable si ça va à tout le monde, surtout à ceux qui en ont vraiment besoin, dans les plus pauvres, dans ceux qui ont des difficultés financières. Sinon, c'est une politique qui est très intéressante pour la classe moyenne. Mais là, on a aussi besoin de cette politique-là pour les enfants les plus pauvres, parce que c'est eux qui ont besoin du coup de pouce pour la suite. Beaucoup plus qu'un enfant plus riche, qui de toute façon sera stimulé par ses parents, par des loisirs, par des professeurs. Oui, donc les inégalités
pour les crèches que vous avez évoquées. Comment vous expliquez cela? Si c'est gratuit, pourquoi quand même les enfants plus pauvres ont moins accès? Oui, parce que, par exemple, les parents ne travaillent pas tous les deux. Et comment est-ce qu'on pourrait trouver une solution pour ça? Je pense vraiment que ce qui fonctionne très bien au niveau international, au niveau des crèches, c'est vraiment essayer d'avoir tous les enfants assez vite. D'accord ? Donc, il y a un objectif au niveau européen qui s'appelle l'objectif de Barcelone. On demande que 45% des enfants en dessous de 3 ans, donc dans les 1000 premiers jours, 45% soient en crèche. Bon, au Luxembourg, je pense qu'on a atteint cet objectif en général. Mais il faudrait aller plus haut, et surtout pour les enfants les plus pauvres. Donc, il y a plusieurs moyens. Il y a peut-être mettre des priorités, des places réservées. Donc voilà, il y a des pays qui font ça, il y a des régions qui font ça. On garde des places réservées pour tous les usagers faibles. Donc pour les enfants avec un handicap, pour les enfants qui sont issus de la migration ou dont les parents viennent d'arriver, sont réfugiés. C'est très important qu'ils puissent directement être dans le système avec l'enfant qui apprend la langue. Aussi pour les enfants dont les parents ne travaillent pas nécessairement, mais donc ça permet très vite d'aider cet enfant-là, mais d'aider aussi son parent à retourner sur le marché du travail s'il le souhaite. Donc c'est très important d'essayer de veiller à ce que les enfants les plus fragiles aillent à la crèche. Parfois, il faut aller les chercher. Parfois, il faut des campagnes. Il faut des campagnes de promotion. Il faut ce qu'on appelle l'outreach. C'est vraiment aller rassurer aussi. Imaginez, demain, vous arrivez, je ne sais pas... en Inde, votre mari travaille en Inde, vous arrivez en Inde, est-ce que c'est facile pour vous d'aller déposer votre enfant à la crèche indienne? Peut-être pas. Donc voilà. Donc c'est tout simple, il faut pouvoir rassurer le parent qu'on va tenir compte de sa culture, de son rythme, et puis que ça va bien se passer. Parfois, il faut des campagnes de promotion. Je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière, mais les plus pauvres ne mettent pas leurs enfants à la crèche. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il n'y a souvent pas de place. Donc, il n'y a souvent pas de place, vraiment. Et les places sont réservées à ceux qui travaillent et qui sont dans l'urgence de vite déposer leur enfant parce qu'ils doivent travailler. Donc, il faut qu'il y ait assez de places, mais il faut aussi réserver des places pour les usagers les plus faibles et les encourager à venir, les rassurer, vraiment mettre en place des politiques. Il y a des associations qui peuvent simplement faire en sorte que les plus pauvres aillent à la crèche. Il y a aussi l'accueil individuel, donc... Les familles qui sont accueillies par une assistante maternelle. L'accueil individuel, il est encore moins accessible que les crèches aux familles de milieux défavorisés du fait d'un mode de financement trop contraignant. Ça, c'est en France. Donc, pas toutes les familles ont accès à une assistante maternelle, ce qui commence encore avant les crèches. C'est important aussi, l'assistante maternelle. Est-ce que là, il y a des chiffres aussi pour le Luxembourg ? Non, ce qu'on a pour le Luxembourg, c'est vraiment la fréquentation avant 3 ans et on prend tous les accueils formels. On va dire. Donc, si c'est votre maman, si c'est la grand-mère du bébé, on ne prend pas. Mais si c'est la crèche ou toutes sortes d'assistantes maternelles, c'est pris en compte. Mais on distingue pas. Mais je pense que ce qui est vraiment très important, en effet, c'est de veiller aussi à la qualité de l'accueil. Et donc, aller à la crèche, ça suffit pas. Il faut une super crèche. Il faut vraiment que l'enfant soit stimulé. Il faut que les gens qui sont dans la crèche aient du temps. Donc, il faut qu'ils soient suffisamment nombreux. Il faut qu'ils soient formés. Et il faut qu'ils aient des recyclages de temps en temps pour vraiment être bien au courant des pratiques, pour pouvoir stimuler l'enfant un maximum, pour aussi détecter peut-être des problèmes de développement. Et ça, c'est pas facile. Ça demande des formations. Mais qu'on puisse vraiment très vite aider les enfants qui tout de suite montrent des petits retards de développement, etc. Donc, la qualité, donc, quand on dit, oui, l'objectif de Barcelone, c'est 45%, mais ça veut rien dire en soi. Donc, il faut vraiment des crèches de qualité, hyper stimulantes, où l'enfant vraiment peut être préparé à la suite. On voit très bien que les enfants qui passent de la maison à l'école maternelle et puis à l'école primaire même parfois, ont des difficultés d'adaptation et c'est bien normal, il n'y a pas eu de transition. Je pense qu'il faut prendre soin de cette transition et stimuler l'enfant à ce moment-là. Et ça dépend des familles. Ça dépend des familles, exactement. Si l'enfant est très stimulé à la maison, ça ira certainement. C'est vraiment pour les familles les plus à risque. Si vous êtes seul, que vous travaillez 10 heures par jour avec les trajets, pour vous, c'est très, très important que la crèche, l'école fasse son job. Parce que vous-même, vous êtes complètement submergé par toutes les autres contraintes. Donc, c'est dans des cas comme ça où le service public doit être super de qualité et présent, disponible. Donc, vraiment, quand on en a besoin, il doit être là. Au niveau des crèches, ce qu'on entend beaucoup aussi, c'est que la flexibilité, c'est important.
Dans l'idéal, il faut pouvoir avoir une place demain si on trouve du travail demain. Il faut pouvoir avoir une place qui est un peu flexible au niveau des horaires si on a un travail un peu compliqué au niveau des horaires. Et tout ça, évidemment, ça demande beaucoup de ressources au niveau des pouvoirs publics et pouvoir donner ce que vous voulez. C'est pas une crèche à 20 km de chez vous. Clairement, donc ça demande aussi une répartition géographique adéquate. C'est un gros défi, mais c'est très, très important. Et est-ce que vous dites qu'il faut faire de la promotion aussi pour montrer à ces gens qui sont à risque que c'est important? Mais même avant la crèche, pour avoir toutes ces allocations, c'est pas facile pour tout le monde. Pour avoir une sage-femme pendant la grossesse ou après, il faut vraiment activement le demander. Est-ce que là aussi, déjà, il faut faire de la promotion? Exactement. On a, de nouveau, au Luxembourg, on n'a pas beaucoup de données sur le non-recours. Donc, le non-recours, c'est-à-dire les gens qui auraient droit à tout un tas de dispositifs, mais soit qui ne le savent pas, donc ils ne demandent pas, soit ça leur fait peur, toutes les démarches administratives, donc ils ne le demandent pas, soit c'est pas dans la bonne langue, les informations, donc ils ne le demandent pas. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment une vigilance à avoir. On est occupé au LISER de faire une étude sur le non-recours pour l'allocation vie chère, la subvention de loyer, la subvention pour ménages à faible revenu. Et là, on voit qu'il y a des petits challenges. Clairement, les gens qui nous répondent dans notre questionnaire, qu'on a rencontrés, ils expliquent leurs difficultés. Vraiment, parfois de trouver l'information, même si c'est assez simple. Au Luxembourg, c'est quand même bien documenté. Il y a des textes en langage facile sur Internet, ça voyage dans les réseaux, sur YouTube. C'est déjà bien avancé. Mais parfois, ça fait encore peur de demander. Parfois, on se dit, c'est pas pour moi. Et ça, c'est vraiment difficile de savoir si c'est pour soi ou pas. Donc, il faut beaucoup communiquer sur les conditions d'éligibilité qui est visé par cette mesure-là. Donc, c'est vraiment très important de partager l'information par plein de canaux différents. Donc, pas uniquement sur le web. Mais il y a des gens qui sont pas beaucoup sur le web. Donc, il faut d'autres canaux. La radio, ça marche aussi très bien. Et donc, voilà, c'est une question d'information, mais c'est aussi une question de support de la démarche. La démarche, pensez à vous dans votre déclaration fiscale. C'est pas toujours drôle de s'y mettre. Faire des démarches, ça peut faire peur. Surtout quand les gens sont un petit peu loin de l'administration et ont un peu peur peut-être de cette administration. Donc, il faut faire très, très attention à soutenir ces gens et ne pas les stigmatiser. Pas qu'ils se sentent différents, abaissés, dans une position sociale dévalorisée parce qu'ils demandent de l'aide. Tout ça, c'est toutes des étapes qui permettent aux gens de demander l'aide qui est disponible. Et par rapport à ça, ce qu'on demande dans notre étude au LISER, c'est vraiment qu'on essaie de bien comprendre toutes les étapes qui mènent au recours de l'aide et essayer de comprendre là où ça coince, là où c'est difficile. Est-ce qu'il y a beaucoup de refus, par exemple, des dossiers? On ne sait pas ça, on sait pas toujours. Donc, pourquoi il y a le refus du dossier? Est-ce qu'il manque des documents? Lesquels? Est-ce que c'est toujours les mêmes documents qui demandent, les documents qui sont difficiles à obtenir? Donc, c'est toutes des questions qu'il faut se poser parce que une politique sociale qui est magnifique sur le papier, et je pense sincèrement que le Luxembourg fait énormément d'efforts par rapport à d'autres pays. Mais il faut vraiment évaluer cette politique, voir si elle fonctionne, voir si elle touche les gens qu'on doit toucher. Et si je peux encore ajouter quelque chose, c'est vraiment très important de ne pas avoir peur de la fraude sociale. Parce que la fraude sociale, c'est clair que ça a un coût. C'est comme un vol des services publics, des deniers publics. Je comprends tout à fait que les politiques n'aient pas envie qu'il y ait trop de fraude sociale et donc ils multiplient les conditions. Mais il faut penser très très fort au coût, surtout sur les enfants, qu'a l'impact de ne pas avoir accès à quelque chose. Ne pas avoir accès aux choses qui garantissent une bonne santé, ça a fait des dégâts sur toute la vie et ça coûte très cher au final. Un enfant qui ne réussit pas à l'école parce qu'il a raté le départ à la crèche et à l'école, ça a un impact sur toute sa vie et ça coûte très cher à la société au final. Donc les politiques sociales qui manquent leur objectif, elles coûtent très cher en fait. On pense qu'on n'a pas trop dépensé d'argent, qu'on a fait très attention à la fraude sociale, mais on ne voit pas le coût énorme qui va arriver après, à moyen terme, à long terme, parce que ce sont des gens qui vont être dans une souffrance sociale qui va peser sur leur vie à eux, bien sûr, mais sur l'ensemble de la société. Donc, vous dites que le Luxembourg fait beaucoup d'efforts, mais est-ce qu'il y a vraiment
La politique, est-ce qu'elle veut vraiment aller dans cette direction? Est-ce que vous voyez qu'elle fait l'effort pour vraiment y aller? Ou qu'est-ce que vous, comme experte, comme chercheuse, vous voyez où ça va pour l'instant? Au niveau des enfants, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites. Comme je vous dis, moi, le problème que j'ai, c'est que je ne suis pas capable, à l'heure actuelle, d'avoir les données pour voir si ça fonctionne. Donc, les repas scolaires dans les maisons relais, ils sont gratuits pour tout le monde. C'est vraiment une politique très importante. Donc, la politique de nutrition pour l'enfant, c'est crucial. Donc, c'est formidable. En Finlande, c'est gratuit aussi pour tout le monde. Ça marche depuis des années et c'est très important pour la santé. Donc, voilà, il y a plein d'exemples. L'Estonie aussi, c'est pas que des pays riches. Il y a vraiment des pays qui investissent là-dedans. Ce que moi, je ne sais pas, c'est est-ce que les enfants pauvres y ont autant accès que les autres? Est-ce qu'ils y vont? Est-ce qu'ils sont justement dans la maison relais dès le plus jeune âge, etc. Pour le lycée, le secondaire, il y a aussi ceux qui ont droit à la subvention ménage faible revenu ont le repas scolaire. Est-ce que ça fonctionne? Si ça fonctionne, pourquoi? Dans les interviews qu'on a eues au l'Isère, avec les personnes en situation de pauvreté qui avaient des adolescents, parfois ils expliquaient que le repas sain c'est gratuit et le repas avec les frites c'est pas gratuit. Et donc quelque part le pauvre, il a le repas sain gratuit, mais alors on voit qu'il est pauvre parce qu'il est dans la file du repas sain et il aimerait aussi être voilà. Et donc la solution elle est facile, c'est qu'il faut un seul repas. Voilà, c'est normal que l'État subsidie pas le repas pas sain, mais il ne faut pas qu'il y ait une stigmatisation de celui qui a le repas gratuit, qu'on sache l'identifier. Il ne faut pas l'identifier. Et donc, tout ça, moi, j'aimerais avoir des données là-dessus. Donc, vraiment, avant de dire si le Luxembourg doit faire plus ou moins, je pense qu'il y a vraiment une évaluation de ces dispositifs à mettre sur pied. Ce qu'il y a aussi, ce qu'on sait déjà, et là où le Luxembourg doit vraiment agir en urgence, c'est les familles monoparentales. Donc, elles ont un taux de pauvreté qui est incroyablement élevé par rapport aux autres pays européens. Je peux vous donner les chiffres. Je pense que c'est 1 sur 2 qui est sous le seuil de pauvreté. Les familles monoparentales, elles doivent assumer seules un logement qui est incroyablement onéreux dans ce pays, avec un seul revenu. Un revenu qui n'est pas toujours complet parce que pour gérer les enfants, on doit aussi parfois travailler un petit peu moins qu'à temps plein, voire plutôt à mi-temps. Et en plus, il y a le taux de taxation qui est vraiment très élevé sur la catégorie 1A, donc sur les familles monoparentales, incroyablement élevé. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire. Et on ne peut pas dire que ça concerne très peu de ménages. Ça concerne beaucoup d'enfants. Vraiment, ça concerne beaucoup d'enfants au Luxembourg. Ça, je peux vraiment vous trouver les chiffres. Je pense que c'est 1 sur 5 qui est sans les 2 parents. Donc ça, il y a vraiment quelque chose à faire. Je crois que le nouveau gouvernement en est conscient. Il a annoncé qu'il allait changer les barèmes, je pense, pour les familles monoparentales, etc. Ça, c'est une urgence, clairement. Au niveau du coût du logement, l'accès au logement social, au logement abordable, pour un certain nombre de familles, vraiment, il n'y a pas assez de logements disponibles. Donc ça, c'est un immense chantier. Si on fait quelque chose, il faut le faire là aussi, vraiment. Est-ce qu'il y a des pratiques internationales où vous dites il faut s'inspirer là? Ou est-ce que ça existe vraiment un pays qui est role model? Au niveau des enfants, donc vous savez peut-être au niveau européen, il y a 2 ans, les États membres se sont engagés à fournir, c'est ce qu'on appelle la Child Guarantee, la garantie enfant, à fournir pour les enfants dans le besoin. Donc c'est essentiellement les enfants les plus pauvres ou qui sont issus de la migration, qui ont un handicap, enfin, vraiment les enfants dans le besoin. C'est fournir des repas scolaires gratuits, une santé complètement gratuite, y compris la santé mentale, une éducation complètement gratuite, donc pas de coûts cachés pour les voyages scolaires, pour les uniformes, pour quelque chose d'autre, rien. Des crèches complètement gratuites aussi, et un logement décent et une nutrition adéquate. Donc ça, c'est l'engagement des États membres. Et donc tous les États membres à l'heure actuelle, ils essayent un peu d'améliorer leur politique. Donc il y en a qui n'ont pas grand-chose à faire. C'est vrai qu'il y en a qui étaient déjà depuis des années occupés de fournir tous ces services publics gratuitement aux enfants.
Donc là, je pense que de nouveau, on peut s'inspirer de tout un tas de pays. Il y a plusieurs sortes de politiques. Il y a les politiques universelles, c'est-à-dire on ne regarde pas si l'enfant est pauvre ou pas, on ne passe pas du temps et de l'énergie à sélectionner, on le donne à tout le monde, comme ça on est sûr que tous ceux qui en ont besoin l'ont. Bon, ça c'est clairement les pays nordiques, aussi les pays baltes, donc avec beaucoup moins de moyens. En Estonie, c'est vraiment l'universalité qui prévaut. Puis, on a des pays qui sélectionnent. Alors, quand on sélectionne, on se trompe. Voilà. Quand on sélectionne, on passe aussi beaucoup... On investit beaucoup d'efforts dans un travail administratif de vérification. Le Luxembourg, jusqu'à présent, pour certaines politiques, il est dans ce schéma-là. Donc, vraiment, le ciblage des politiques. Vérifier si les gens ont... toutes les conditions pour avoir accès à. Et ça, c'est un exercice dangereux, vraiment, parce que je pense à l'épicerie sociale au Luxembourg. L'épicerie sociale, on parle vraiment d'un magasin pour les plus pauvres, pour qu'ils puissent se nourrir. Donc, on est vraiment dans le droit le plus élémentaire d'avoir l'alimentation, de ne pas avoir faim. L'épicerie sociale, c'est un peu le dernier recours, quand même, quand on est au stade de demander l'accès à l'épicerie sociale, c'est qu'on a vraiment des gros soucis. Au Luxembourg, on doit passer par l'office social pour avoir accès à l'épicerie sociale. On doit montrer ses revenus, ses dépenses. Il y a vraiment un screening par un assistant social. C'est vraiment une étape difficile. Donc, ce qu'on a vu dans notre enquête qualitative sur le non-recours, c'est que la demande d'accès à l'épicerie sociale, c'est vraiment difficile pour les gens. C'est humiliant de montrer ses dépenses. Certains assistants sociaux peuvent dire « Mais pourquoi vous n'allez pas acheter les Kellogg's de Lidl ?» C'est ce type-là d'informations qu'on a eues. Donc, il faut rendre des comptes sur sa manière de vivre, ce qui est très, très compliqué. Donc là, quand on rentre dans ce type de conditionnalité, de vérification, on risque de très fort blesser des gens qui déjà doivent aller à l'épicerie sociale pour se nourrir. C'est déjà pas rien. Ils vivent des invendus, non ? Ils vivent des choses presque périmées. Donc, je pense que vraiment le modèle social, quand vous demandez des bons exemples, il faut vraiment le bon dosage. Le Luxembourg, il va aussi vers l'universalité. Donc, le chèque service accueil, c'est pour tout le monde. Les repas scolaires dans les maisons relais, c'est pour tout le monde. Là, je pense vraiment que c'est une bonne politique pour ces domaines-là. Dès l'instant où on commence à cibler, comme je vous disais, on court le risque de se tromper. Donc là, il faut être très prudent. On court le risque de stigmatiser, de différencier entre les pauvres qui méritent d'être aidés et les autres. Et donc, c'est pas les sans-papiers, c'est pas qui... Enfin, voilà, c'est des questions très, très difficiles. Parce qu'au bout du compte, c'est quand même toujours un enfant qui vit sur le territoire luxembourgeois et qui a besoin des choses de base. Et donc, ça, au niveau des bons exemples, il y a plein de politiques qui fonctionnent. Mais donc voilà, il faut choisir son modèle un peu de politique et vraiment chaque fois penser aux dangers et aux erreurs qu'on peut commettre en mettant en place une politique. Et ces erreurs, j'ai envie de dire, on parle d'un enfant, l'horizon est très court. Entre sa naissance et ses 20 ans, c'est assez court en termes d'horizon. Assez vite, tout sera joué. Donc, quand il aura 5-6 ans, au niveau de sa santé, au niveau de son développement, au niveau de son estime de lui-même, il y aura déjà peut-être eu beaucoup de dégâts qui seront difficiles à récupérer. Et donc, c'est très, très important de ne pas se tromper, d'agir vite, de mettre vraiment énormément de ressources sur la prévention, la prévention avant le problème, d'essayer vraiment de comprendre ce qui se passe, d'éviter à tout prix les placements d'enfants, surtout les placements d'enfants pour raisons socio-économiques. D'accord ? Donc vraiment, essayer d'être dans l'effort de ne pas faire de dégâts, de sauvegarder ses enfants dès le début. Parce que oui, la fraude sociale, c'est embêtant, mais ce coût-là, c'est le coût le plus élevé. Vraiment humain, mais aussi en termes de dégâts sur la société. Merci beaucoup. Avec plaisir. Jos Merci, dats si dëssen Episod vun 1000 Teech gelauscht dat huet der besonnech Merci und dann Katrin Guillot fir hir wichteg Abblicker. Minnen hat anderem geléiert, dat Mesur vu Kannerarmut méi komplex ass, weil se méi wie just dakommens vum Stot betrëft,
an dass es wichtig ist, Eltern präventiv zu unterstützen, weil das hilft nicht nur Kanner, aber auch den Eltern, sich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln. Merci Narimol und dann Katrin an und ihr Schnurlaustra draußen. Wenn das Episode gut fand, da teilt sie gerne mit eurer Freunde und Familie. So bis nächste Kehr.